Le joueur d'échecs, partie 7. S'y ajoutait aussi l'attrait du mystère lié à l'intervention inattendue de notre sauveteur. Au moment le plus critique, renforcé encore par le contraste entre la modestie presque angoissée et l'assurance inébranlable du professionnel. Qui était cet inconnu ? Le hasard avait-il fait surgir ici un génie des échecs encore insoupçonné ? Ou était-ce un maître célèbre qui, sous une qui, pour une insondable raison, nous cachait encore son nom ? Très excités, nous discutions de toutes ces éventualités, sans reculer devant les hypothèses les plus hardies, pour expliquer à la fois l'énigmatique recul et la surprenante déclaration de l'inconnu, ainsi que son art évidemment consommé des échecs. Mais nous étions tous d'accord sur un point: ne renoncer en aucun cas au spectacle d'un nouvel affrontement. Nous résolûmes de tout tenter pour que notre sauveteur dispute le lendemain une partie contre Sventovic. Donc McConnor s'engagea à supporter les risques financiers, comme il s'y était avéré entre-temps, en interrogeant le steward que l'inconnu était un Autrichien. C'est moi qui fus chargé d'aller soumettre notre enquête à mon patriote. Il ne me fallut pas longtemps pour découvrir, sur le pont-promenade, celui qui nous avait faussé compagnie. Il était étendu sur une chaise longue et lisait. Avant de m'approcher de lui, je saisis l'occasion pour l'examiner. Sa tête osseuse reposait sur un coussin, dans une altitude de légère fatigue. À nouveau, je fus singulièrement frappé par la pâleur étrange de ce visage, plutôt jeune, dont les tempes étaient encadrées par des cheveux d'un blanc éblouissant. J'avais l'impression, sans savoir pourquoi, que cet homme avait dû vieillir d'un seul coup. À peine m'approchai-je de lui qu'il se leva poliment et se présenta sous le nom qui me fut aussitôt familier, car c'était celui d'une vieille famille autrichienne fort estimée. Je ne me rappela que l'un de ses proches, de Schulberg, le portrait, et qu'un des médecins particuliers du vieil empereur était issu de cette famille. Lorsque j'expliquai au docteur B que tous nous lui demandions de relever le défi contre Sventovic, il fut visiblement ébahi. Je compris qu'il n'avait pas soupçonné qu'en jouant tout à l'heure, il avait valeureusement résisté à un champion du monde, et même au plus brillant de notre époque. Pour une certaine raison, cette information parut l'impressionner très fort, car il s'enquit à nouveau. Plusieurs fois de suite, si j'étais absolument certain que son adversaire fut en effet champion du monde en titre. Je m'aperçus bientôt que cette circonstance facilitait ma mission, mais, conscient de sa sensibilité, je jugeai opportun de ne pas lui dire que McConnor assumait les éventuels risques financiers d'une défaite. Après avoir longtemps hésité, MB se déclara prêt à disputer ce match, non sans m'avoir explicitement demandé d'avertir ces messieurs de ne pas fonder d'expérience excessive sur ses capacités. En effet, ajouta-t-il, avec un sourire pensif, je ne sais pas vraiment si je suis capable de jouer correctement une partie d'échecs dans les règles. Et croyez-moi, ce n'est pas par fausse modestie que j'ai déclaré ne pas avoir touché à une pièce d'échecs depuis que j'étais lycéen, c'est-à-dire depuis plus de 20 ans. Et même à cette époque, je ne passais pas pour un joueur spécialement doué. Il me disait que cela est avec tant de naturel que je ne pouvais pas avoir le moindre doute sur sa sincérité. Je ne pus cependant lui cacher ma surprise et l'avoir vu capable de se souvenir si précisément de chacune des tactiques pratiquées par différents maîtres. Il fallut tout de même au moins qu'il se soit beaucoup intéressé à la théorie des échecs. MB sourit à nouveau,
avec le même étrange air songeur qu'auparavant. Beaucoup intéressé ? Oui. Dieu sait qu'on peut le dire. Je suis beaucoup intéressé aux échecs. Mais c'était dans des circonstances très spéciales, voire exceptionnelles. Ce fut une histoire assez compliquée. Et on pourrait même la considérer comme un épisode révélateur de notre charmante et grandiose époque. Si vous avez de la patience pour une demi-heure, il m'avait indiqué la chaise longue à côté de lui. J'acceptai volontiers son invitation. Nous n'avions pas de voisins. MB enleva ses lunettes de lecture, les posa sur le côté et commença. Vous avez eu l'amabilité de venir en canton viennois. Vous vous souvenez du nom de ma famille. Et je suppose que vous n'avez jamais entendu parler du cabinet d'avocats que je dirigeais. D'abord avec mon père, puis seul. Car nous ne plaidions aucune cause commentée dans les journaux. Et nous ne prenions aucun nouveau client. En réalité, ce n'était plus vraiment un cabinet d'avocats. Nous nous contentions d'être des conseillers juridiques et les administrateurs du patrimoine des grands monastères dont mon père était proche. Comme ancien député du parti clérical. En outre, et aujourd'hui, dont la monarchie appartient à l'histoire, il n'est plus interdit d'en parler. Nous assumions la gestion des capitaux de quelques membres de la famille impériale. Ces lieux avec la cour et le clergé remontaient à 2 générations. Déjà, un de mes oncles était le médecin particulier de l'empereur, un autre abbé de Saint-Ansterd, dont nous avions hérité. Il suffisait d'entretenir ces liens et cette confiance dont nous avons hérité nous assurait une activité tranquille, je disais presque discrète, qui ne requérait en réalité que la réserve de l'honnêteté les plus strictes. Caractéristiques de mon défunt père, possédaient tous deux au suprême degré. Même durant des années de l'inflation et de l'effondrement du régime, il parvint, grâce à sa grande prudence, à préserver très largement les considérables fortunes de ses clients. Ensuite, quand Hitler arriva au pouvoir en Allemagne, il commença les razzias contre les biens de l'Église et des monastères. Nous eûmes à mener aussi un certain nombre de négociations et de transactions au-delà de la frontière, pourquoi moins les biens mobiliers ne soient pas saisis. Et nous en savions tous les deux plus certains sur certaines négociations politiques secrètes menées par la curie et la maison impériale que le public n'en apprendra jamais. En outre, grâce à la discrétion de notre cabinet, nous n'avons même pas de plaque sur notre porte. Et à la prudence qui nous faisait tous les deux éviter ostensiblement de fréquenter les milieux monarchistes, nous étions certains d'échapper aux recherches inopportunes. De facto, aucune administration de l'Autriche n'a jamais soupçonné, durant ces années-là, que des messagers secrets de la maison impériale venaient toujours déposer ou chercher leurs courriers les plus importants dans notre insignifiant cabinet, au 4e étage. Or, bien avant les armées qui allaient lancer à l'assaut du monde, les nations socialistes avaient commencé à organiser dans tous les pays voisins une autre armée, dangereuse et disciplinée elle aussi, la Légion des défavorisés, des laissés pour compte, des humiliés. Dans chaque service, dans chaque entreprise, ils avaient installé leurs cellules. Dans toutes les administrations et jusque dans le bureau particulier de Dollfub, de Schurkenseling. Leurs moustaches et leurs espions étaient en place. Comme je l'appris, hélas, que trop tard, ils avaient également posté un homme à eux
dans notre modeste cabinet. C'est-à-dire qu'un misérable employé de bureau, sans aucun talent, que j'avais embauché sur recommandation d'un curé, simplement pour que notre cabinet ait l'air d'une firme comme les autres. Nous ne chargions que des commissions anodictes, et de décrocher au téléphone ou de ranger des papiers. Mais seulement les documents sans conséquence ni importance. Il ne devait être en aucun cas à ouvrir le courrier. Je tapais moi-même à la machine toutes les lettres importantes, sans en conserver une copie. J'emportais chez moi tous les courriers essentiels. Quant aux consultations secrètes, je les organisais toujours à l'extérieur, et uniquement au prieuré de l'abbé, ou dans le bureau particulier de mon oncle. Grâce à ces mesures de prudence, ce mouchard ne se rendait pas compte des démarches divisibles auxquelles nous procédions. Mais il y eut sans doute au hasard malheureux qui fit penser à ce type ambitieux qu'il suffisait qu'on se méfiait de lui et que de toutes les sortes de choses intéressantes se passaient quand il avait le dos tourné. Peut-être qu'en mon absence, un messager imprudent le laissait, Sa Majesté, au lieu de dire Baron Bern, comme convenu, ou alors se scélérat enfreignit l'interdiction et décacheta les lettres. En tout cas, quand même que j'ai pu le suspecter, il fut chargé par Munich ou Berlin de nous espionner. Ce fut seulement beaucoup plus tard, étant depuis longtemps prisonnier, que je me souviens combien la nonchalance des débuts s'était subitement transformée en zèle ardent. Dans les derniers mois de son service, où à plusieurs reprises il m'avait proposé presque avec insistance de porter mon courrier à la poste. Je ne puis donc pas m'expirer d'une certaine imprudence, mais enfin, les plus éminents diplomates et officiers généraux ne sont-ils pas eux aussi laissés berner par la perfide des hitlériens ? La suite à la partie 8.